Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de la quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand l'été arrive, j'ai envie de partir, de me balader, j'ai envie de voyager, de faire du tourisme, de me poser en terrasse et de regarder passer les indigènes, de m'imaginer leur vie, d'arpenter leur ville à pied, de laisser traîner mon regard sur tout et rien. Alors je me précipite dans un pays où il fait beau, où l'été commence en mai, un pays loin, 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 au bout du monde, entre le soleil et la mer, et je fais comme Flaubert avec son ami Maxime Ducamp, je voyage en Bretagne et je visite Brest. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. De Plougastel, au bord de la mer, on dévale au milieu des bois par une pente rapide, d'où l'on découvre une partie de la rade, celle du moins qui s'étend depuis Brest jusqu'à la rivière de Landerneau. À vos côtés se dresse une falaise de rochers blancs, rayée horizontalement par des couches de silex à pic et nue du côté des flots, mais par derrière, sur le plateau, couverte de chênes et de hêtres, surchargée de feuillage, et qui, lorsque vous descendez par le vallon entr'ouvert dans son flanc, est d'une crâne tournure. Ici l'on s'embarque, on s'évite ainsi, comme à Landévennec, de décrire le circuit de l'anse, les découpures inégales de la rade s'avançant dans les terres en 1000 golfes capricieux dont il faudrait quelquefois toute une journée pour faire le tour. Avant de se rendre en mer, Monsieur Jeunesse eut soif et nous invita à entrer avec lui dans un cabaret de sa connaissance où, trouvant qu'on ne le servait pas assez vite, il alla chercher lui-même le vin dans le cellier et tira les verres du buffet. Comme nous redoutions fort qu'il ne payât à boire, car la revanche eût été inévitable, nous nous empressâmes de solder, d'avaler et de décamper au plus vite. Monsieur Jeunesse, au contraire, voulait s'asseoir, s'attabler un peu, se rafraîchir. Il demandait des fraises et s'informait s'il y avait du café. Cependant, le batelier nous attendait, la marée était haute, il fallait partir. Les vagues sautaient sur le pavé de la cale où le bateau bondissait en cognant sa quille. Leur écume rejaillissait sur les passagers qui s'embarquaient, une casquette tomba à l'eau et les bottes de Monsieur Jeunesse furent mouillées. La mer roulait. La brise était forte. Cahotée par les flots et tourmentée par un vent de nord-ouest qui nous poussait au fond de la baie, la lourde chaloupe n'avançait guère. Pendant le temps qu'on ramenait les avirons, elle se levait de l'avant et pivotait, arrêtée par la pointe des vagues. Elles étaient blanches à leur crête, vertes dans leur courbure, bruissantes, nombreuses, et se poussaient l'une sur l'autre avec un désir folâtre. Un brick devant nous, qui prenait des bordées, passait les voiles pleines, bouffi de vent, arrondissant son ventre, et s'en allait doucement, coupant l'eau qui clapotait contre sa carène. À l'horizon, Brest apparaissait comme un point gris. Tout alentour, dans un cirque de 20 lieues bâti de rochers blancs, la mer s'étalait. À mes pieds, par terre, au fond de la chaloupe, était une cage d'oiseaux qui contenait un merle pris le matin et que l'on apportait à la ville. Il criait de peur en entendant le bruit des flots. À côté de la cage, par terre aussi, se cachant le visage de ses mains, une jeune femme était assise dans une attitude désespérée.
Elle sanglotait, elle priait Dieu, elle suppliait tout le monde de la sauver. Elle jurait de ne jamais retourner à Plougastel. Elle s'écriait qu'elle allait mourir. C'était une petite femme brune, grasse, sale, mal peignée, mal vêtue, dont les pieds larges, chaussés de bas bleus, s'épataient dans des souliers sans cordon, et qui portait un tablier noir usé sur son ventre rebondi par une grossesse avancée. À mesure que l'on s'écartait du rivage, sa terreur croissait et elle se rapprochait de plus en plus de moi pour s'accrocher à quelqu'un, pour saisir quelque chose. Dans le mouvement d'une vague plus forte, elle se jeta à mes pieds et, m'étreignant au flanc, elle s'enfonça la tête entre mes cuisses sans en vouloir sortir. Ses boucles d'oreilles frottaient mes mains, je sentais ses seins haleter sur mes genoux et tout son corps frissonnant de terreur qui se serrait sur le mien. J'y prenais plaisir. Pourquoi donc ? Est-ce parce que nous nous aimons davantage quand nous nous sentons plus forts que les autres ? Ou n'était-ce point plutôt parce que la virilité de l'homme, se complétant de la faiblesse de la femme, s'en rehaussait de vanité et y aiguisait son appétit ? Il y avait ainsi, dans ce simple attouchement, tout le rapport d'un sexe à l'autre, et comme la communion de leur caractère même. Quoi qu'il en soit, cela ne manquait pas de douceur, et j'aurais voulu que la traversée fût plus longue. Et elle avait la crotte aux yeux. Le recouvrance que l'on délaisse, la rue de Siam, ces nuits d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse, juste l'usure des nuages et de tes caresses. Nous épions le moment du débarquement pour sauter avant tout le monde afin de planter là Monsieur Jeunesse, dont la société nous était devenue tout à fait intolérable. Au lieu de rester un quart d'heure encore avec lui, nous eussions renoncé à Brest et couché à la Belle Étoile. La mesure était comble, nous en étions ahuris, abrutis. Il fut cependant le premier hors du bateau, et comme il y avait sur le rivage un bouchon, il voulut nous y rendre notre politesse et nous offrit tout de suite son éternelle bouteille de vin. « Merci, il fait trop chaud. »« Alors, un peu de bière ?»« C'est trop lourd, ça empêche de marcher. »« Oh, un petit verre. Jamais nous n'en prenons. »« Danisette. »« Mille grâces, nous sommes pressés. »« Un café. Oh, un café. » Non, 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 bien sûr, non, adieu. Il s'arrêta, hésitant un moment, puis avec un geste sublime. Eh bien, j'en prendrai tout de même. Allez toujours, je vais vous rejoindre. De quel train nous filâmes, ce n'était pas courir, mais voler, plus léger qu'une plume. La peur du jeunesse et la joie d'en être délivrés nous traînaient en avant avec la vitesse d'un wagon emporté par une double locomotive. À tout instant, il nous semblait l'entendre derrière nous, et nous n'osions point tourner la tête de peur d'apercevoir son chapeau. Brest, cependant, n'arrivait pas. Nous avions beau suer, nous hâter, la route s'allongeait toujours, la côte montait sans fin. On rencontrait quantité de promeneurs, de marins, de soldats, des enfants au bras de leurs bonnes, des bourgeois qui prenaient l'air ou allaient dîner à leur maison de campagne dans une petite voiture de famille. Tout annonçait pourtant les approches d'une ville, mais la ville reculait. Enfin, n'en pouvant plus, nous sommes entrés dans un champ de blé où nous nous sommes laissés tomber par terre, fourbus, comme des rosses à bout d'haleine. Un nuage qui creva sur nous nous obligea bientôt de reprendre le sac, et un quart d'heure après, Brest, grâce au ciel, montra ses toits. Le premier homme que nous vîmes en y entrant, ce fut Monsieur Jeunesse. Il nous avait dépassés, sans doute pendant que nous faisions halte, et il causait avec un gendarme, mais cette fois nous ne le craignions plus, nous étions arrivés, à peu près du moins, car avant d'être aux portes de Brest, il faut encore descendre un faubourg, longue rue continuant la grande route, et que bordent de place en place des boutiques de charcutiers ou de marchands de vin, dont les enseignes patriotiques brillent à côté de grands cabarets délabrés qui ont des salons de réunion de 100 couverts, avec des guirlandes peintes à tous les étages. On s'arrêtait pour nous voir, nous en valions la peine. Poitrine nue et la chemise bouffante à l'air, la cravate autour des reins, le sac à l'épaule, blanc de poussière,
hâlés par le soleil, avec nos habits déchirés, nos chaussures usées, rapiécées, nous avions une belle allure vagabonde, insolente et pleine d'orgueil. Le fer de nos souliers sonnait sur le pavé, sur nos dos, nos sacs battaient la mesure, nos bâtons retombaient d'accord, et la fumée de nos pipes, s'échappant sur le bord de nos chapeaux, se tordait comme un panache. Messieurs les officiers, ébahis de cette tenue, nous regardaient d'un air stupéfait. Quelques gamins nous suivaient de loin, et on nous arrêta pour nous demander nos passeports. Il nous fut néanmoins fort agréable, arrivé à l'hôtel, de pouvoir nous rincer à l'eau chaude, de dormir enfin dans un lit propre et de nous asseoir dans un fauteuil. Nous nous plongeâmes dans les délices de la civilisation, nous prîmes un bain et ne mangeâmes point de veau. Lorsqu'on n'est pas ingénieur, constructeur ou forgeron, Brest ne vous amuse pas considérablement. Le port est beau, j'en conviens, magnifique, c'est possible, gigantesque si vous y tenez. Ça impose, comme on dit, et ça donne l'idée d'une grande nation. Mais toutes ces piles de canons, de boulets, d'encre, le prolongement indéfini de ces quais qui contiennent une mer sans mouvement et sans accident, une mer qui semble assujettie aux galères, et ces grands ateliers droits où grincent les machines, le bruit continuel des chaînes des forçats qui passent en rang et travaillent en silence, tout ce mécanisme sombre, impitoyable, forcé, cet entassement de défiances organisées, bien vite vous encombre l'âme d'ennui, hélas la vue. Elle se promène à satiété sur des pavés, sur des obus, sur les rochers dans lesquels le port est entaillé, sur des monceaux de fer, sur des madriers cerclés, sur des bassins à sec renfermant la carcasse nue des vaisseaux, et toujours se heurte aux murailles grises du bagne, où un homme penché aux fenêtres éprouve le scellement de leurs barreaux en les faisant sonner avec un marteau. Ici, la nature est absente, proscrite. Comme nulle part ailleurs sur la terre, c'en est la négation, la haine entêtée, et dans le levier de fer qui casse la roche, et dans le sabre du garde-chiourme qui chasse les galériens. En dehors de l'arsenal et du bagne, ce ne sont encore que casernes, corps de garde, fortifications, fossés, uniformes, baïonnettes, sabres et tambours. Du matin au soir, la musique militaire retentit sous nos fenêtres, les soldats passent dans les rues, repassent, vont, reviennent, manœuvrent. Toujours le clairon sonne et la troupe marche au pas. Vous comprenez de suite que la vraie ville est l'arsenal, que l'autre ne vit que par lui, qu'il déborde en elle. Sous toutes les formes, en tout lieu, à tous les coins, réapparaît l'administration, la discipline, la feuille de papier rayée, le cadre, la règle. On admire beaucoup la symétrie factice et la propreté imbécile. À l'hôpital de la Marine, par exemple, les salles sont cirées de telle façon qu'un convalescent, essayant de marcher sur sa jambe remise, doit se casser l'autre en tombant. Mais c'est beau, ça brille, on s'y mire. Entre chaque salle est une cour, mais où le soleil ne vient jamais et dont soigneusement on arrache l'herbe. Les cuisines sont superbes, mais à une telle distance qu'en hiver tout doit parvenir glacé aux malades. Il s'agit bien d'eux, les casseroles ne sont-elles pas luisantes ? Nous vîmes un homme qui s'était cassé le crâne en tombant d'une frégate et qui, depuis 18 heures, n'avait pas encore reçu de secours. Mais ses draps étaient très blancs, car la lingerie est fort bien tenue. À l'hôpital du Bagne, j'ai été émue comme un enfant en voyant sur le lit d'un forçat une portée de petits chats qui jouaient sur ses genoux. Il leur faisait des boulettes de papier et ils couraient après sur la couverture en se retenant au bord avec leurs griffes pointues. Puis il les retournait sur le dos, les caressait, les embrassait, les mettait dans sa chemise. Renvoyé au travail, plus d'une fois sans doute, sur son banc, quand il sera bien triste et bien las, il rêvera à ces heures tranquilles qu'il passait, seul avec eux, à sentir dans ses mains rudes la douceur de leur duvet et leurs petits corps chauds se tapir sur son cœur. On aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu, que la princesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Un
soir que la lune brillait sur les pavés et que les bons bourgeois de Brest dormaient dans les bras de leurs épouses ou de leurs servantes, nous nous mîmes en devoir d'aller nous promener dans les rues dites infâmes. Elles sont nombreuses. La troupe de ligne, la marine, l'artillerie ont chacune la leur, sans compter le bagne qui, à lui seul, a tout un quartier de la ville. 7 ruelles parallèles, aboutissant derrière ces murs, composent ce qu'on appelle Kéravel, qui n'est rempli que par les maîtresses des gardes-chiourmes et des forçats. Ce sont de vieilles maisons de bois tassées l'une sur l'autre, ayant toutes leurs portes fermées, leurs fenêtres bien closes, leurs auvents bouchés. On n'y entend rien, on n'y voit personne, pas une lumière aux lucarnes, au fond de chaque ruelle seulement un réverbère que le vent balance, fait osciller sur le pavé ses longs rayons jaunes. Le reste n'en est que plus noir. Au clair de lune, ces maisons muettes, à toits inégaux, projetaient des silhouettes étranges. Quand s'ouvrent-elles ? À des heures inconnues, au moment le plus silencieux des nuits les plus sombres. Alors y entre le garde-chiourme qui s'esquive de son poste, ou le forçat qui s'échappe de son banc, souvent tous deux de compagnie, s'aidant, se protégeant. Puis, quand le jour revient, le forçat escalade le mur, le garde-chiourme détourne la tête et personne n'a rien vu. Dans le quartier des matelots, au contraire, tout se montre et s'étale. Il flambe, il grouille. Les joyeuses maisons vous jettent, quand vous passez, leur bourdonnement et leur lumière. On crie, on danse, on se dispute, on s'amuse. Dans de grandes salles basses du rez-de-chaussée, des femmes en camisole de nuit sont assises sur des bancs, le long de la muraille blanchie où un quinquet est accroché. D'autres, sur le seuil des portes, vous appellent et leurs têtes animées se détachent sur le fond du bouge éclairé où retentit le choc des verres avec les grosses caresses des hommes du peuple. Vous entendez sonner les baisers sur des épaules charnues et rire de plaisir, au bras de quelque matelot bruni qui la tient sur ses genoux, la bonne fille rousse dont la gorge débraillée s'en va de sa chemise, comme sa chevelure de son bonnet. Ceux qui sont dehors viennent regarder à travers les carreaux ou causent doucement avec quelque égrillarde à moitié nue qui se penche sur leur visage. Les groupes stationnent, ils attendent. Cela se fait sans façon et comme l'envie vous y pousse. En voyageurs consciencieux et qui veulent étudier les choses de près, nous entrâmes. Mais ça se fait et ça ne se dit pas. Mais c'est très inconvenant. Voici un livre dégoûtant. Comment aller chez les filles et l'écrire encore? Où en sommes-nous? Quelle révoltante littérature! L'impudence ne va pas plus loin. C'est d'un cynisme, d'une immoralité. Comment ne pas rougir? Nous entrâmes dans l'un de ces établissements que la Providence a placés dans les villes, comme de fétides mais utiles égouts, ainsi que disent les économistes. Ils n'étaient ni des derniers, encore moins des premiers. Mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre part à la renverse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, est-ce que toi aussi ça te bouleverse? Je vous ai lu un extrait du récit de voyage de Flaubert en Bretagne, intitulé « Par les champs et les grèves », écrit en 1848. Est-ce que toi aussi ça te bouleverse? C'est quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'aujourd'hui au moins quelqu'un te berce? Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.